Et on est super en timing pour des questions. Merci Lise pour ce super témoignage. Y a-t-il des questions? Oui. Johan de RTL, pardon, du Fab Lab de RTL. C'est vraiment que je veux voir ces projets, est-ce qu'on peut les... Sur le site de la Beltech, vous avez ce qu'on peut montrer. Voilà, absolument. Oui. Qu'en est-il de vos salariés par rapport au projet que vous entamez? Est-ce que ça les inquiète ou au contraire, est-ce que ça crée une dynamique? Ah non, ça crée une vraie dynamique. Alors, j'ai deux réponses à vous apporter par rapport à votre question. Au-delà de projeter, de créer un réseau d'usines distribuées, ce qui les rassure énormément, parce qu'ils sont très conscients aujourd'hui de tout ce que notre dépendance aux grands donneurs d'ordre génère en termes de dysfonctionnement. Ils sont bien conscients qu'on a des grosses difficultés à se faire payer par ces donneurs d'ordre dont les comptabilités sont complètement à l'étranger, inaccessibles, et ça devient un enfer pour se faire payer. Ils sont très conscients en fait de la difficulté qu'on a aujourd'hui à travailler avec ces acteurs. Et là-dessus, je pense que cette indépendance, ils la voient d'un très très bon œil. Je ne suis pas tout à fait certaine que l'enjeu soit bien compris. Mais mon expérience de chef d'entreprise m'a montré qu'il fallait être patient quant à la compréhension de nos collaborateurs sur le cap qu'on fixe dans notre entreprise et la stratégie. La compréhension, elle se fait au fur et à mesure. Il faut être patient, en fait. C'est normal. Nous, on l'a pensé, on l'a dormi, on l'a digéré, on l'a tellement réfléchi que ça nous semble très clair et très évident. Ça l'est forcément moins pour eux. Mais une fois que la machine est en route, on a souvent de très, très bons suiveurs. Il y a un facteur d'attractivité qui est encore plus fort. Alors, j'ai parlé de la quête de sens. Il y a celui aussi de l'environnement. J'en ai pas parlé, mais derrière tout ça, évidemment, si on veut que notre entreprise produise de façon résiliente, il y a un enjeu de décarbonation de notre outil de production. Il vous échappera pas que transformer le métal ne me permet pas d'avoir un bilan carbone qui soit extrêmement vertueux. En revanche, si ce qu'on produit est au service du territoire et ce qu'on produit est réparable, durable, accessible et répond à un besoin, là, on s'inscrit dans quelque chose qui permet d'amortir le bilan carbone initial. Et le métal a ceci de vertueux, c'est qu'il est très, très, très durable, s'il est bien maintenu et s'il est bien conçu, évidemment. Et on s'est attelé ces dernières années à décarboner notre entreprise. Et aujourd'hui, on a fait énormément baisser notre consommation d'énergie. On a du photovoltaïque sur toute notre toiture. Notre chaudière est à granulés. On a tout isolé l'entreprise. On ne chauffe que certains espaces et pas tous les volumes. On a une activité aujourd'hui qui est très résiliente d'un point de vue énergie. On travaille sur les mobilités aussi en interne. On travaille sur l'alimentation, on travaille sur la biodiversité. Et ça, ce sont des vrais facteurs d'attractivité et des vrais leviers pour le recrutement et pour la fidélisation des salariés. Et c'est presque plus là aujourd'hui qu'on abonde la marque employeur et la fidélité. Et du coup, conserver les compétences. Oui. Bonjour. Kevin Jessley du Votre Éclat Product. J'aimerais savoir si vous pouvez nous dire quelles licences vont être protégées, les objets produits que vous allez sortir avec la Beltech et pourquoi les choix. Tout ce qu'on sort chez la Beltech est open source. Voilà. Donc tout sera disponible. En fait, on est à l'origine de la conception, donc, et on ne déposera pas de brevet. L'objectif, il est de partager et idéalement, on aimerait pouvoir intégrer une plateforme qui permettrait d'avoir du partage collaboratif de conception. L'idée, c'est de se dire, par exemple, le Velio, aujourd'hui, on a fait une conception du tricycle. Il y aura tout un tas d'accessoirisations qui vont se faire. On a déjà des demandes aujourd'hui de gens qui vont nous demander des équipements spécifiques. Par exemple, encore hier, on avait une société de transport qui veut acheter des vélios pour la mobilité interne de leurs collaborateurs. Eux font de la maintenance en centre-ville, d'où ce besoin de tricycle à énergie électrique. Et ils vont avoir besoin de caisses spécifiques pour pouvoir transporter leurs marchandises. L'objectif, il est de dire, on vous le développe.
Par contre, ce sera disponible pour tout le monde. Pas de brevet. Pas de protection intellectuelle. Par contre, ceux qui enrichissent le système le partagent. La philosophie de la Belle Tech, c'est de se dire que la connaissance collective, c'est un bien qui nous appartient tous et on ne le protège pas. La Belle Tech est énormément soutenue par l'ADEME pour développer des solutions low-tech. On l'a été sur tous nos projets jusqu'ici. Donc, dans la mesure où on a de l'argent public pour développer un produit, on ne va pas derrière le protéger, puisque l'argent public, c'est le bien commun. Et donc, on rend au commun en ayant transformé cet argent en intellectuel, finalement. Moi, j'ai une question dans le même sens. Alors, on connaît rien au monde des PME, mais dans le cadre de l'entreprise distribuée, comment tu contractualises avec tes partenaires à Marseille ou en Touraine pour être sûr que toi, tu fais ton business sur le moyen long terme, pour être sûr que chacun le business, reste il est sur, territorial. Le principe de base de l'usine... Alors, on est en train de rédiger une charte. Alors, c'est très, très complexe parce que justement, on ne veut pas l'encadrer. Comme les relations aujourd'hui avec les grands industriels, c'est on signe une NDA, on signe un contrat cadre qu'on renouvelle tous les ans avec un acheteur et des juristes, où finalement on négocie rien du tout parce qu'on nous impose les clauses. Moi, quand Safran me propose un contrat cadre, autant vous dire que si je négocie 0,1% de contrat cadre, c'est bien. Non, l'objectif, il est d'avoir quelque chose de très souple, de rapide. Néanmoins, il y aura un audit qui sera fait de cette PME, déjà sur sa gouvernance. Si on a une gouvernance qui ne correspond pas à celle qu'on a fixée dans la charte, notamment à minima projetée dans les 3 ans de devenir entreprise à mission, pas de prise de dividendes, redistribution du partage de la valeur au sein de l'entreprise. Ça, c'est des conditions sine qua non d'accès déjà. Alors, quand on a mis ce filtre-là, on a déjà quand même un gros garant. Ça veut dire qu'on a un dirigeant qui est conscient qu'il n'est pas là pour son enrichissement personnel, mais qu'on est sur quelque chose de coopératif et de transversal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, c'est le partage territorial, c'est-à-dire que les commandes seront gérées via la Belle Tech et c'est la Belle Tech qui fléchera, en fait, qui sera le filtre et qui fléchera vers l'acteur. Donc, un Vélio acheté via la Belle Tech sera, en fonction de l'acheteur, sera fléché vers le réseau d'usines distribuées et vers le constructeur du territoire. Donc, si moi je veux acheter un Vélio, je m'intéresse pas au fabricant, je fais la Belle Tech. Exactement. Saint-Étienne, il m'oriente vers Marseille. Voilà. Vers le réseau de constructeurs qui sera le plus proche. Oui. Elle va m'aimer, elle fait comment elle va me demander si votre orientation a changé vos relations avec les gros industriels, justement. Pas du tout. Je pense qu'ils nous regardent faire ça. Déjà, je ne sais même pas s'ils s'intéressent à nous plus que ça. Moi, aujourd'hui, je suis un fournisseur. Je suis le code 100-489 chez Safran. Autant vous dire que Élise Panchoters, hormis mon acheteur que j'ai en visio une fois par an, il ne sait pas grand-chose de moi. On n'est jamais rentré dans une relation qui va au-delà de la négo des 120 pages de notre contrat cadre. Après, au quotidien, j'ai des gens qui approvisionnent et qui passent des commandes. C'est presque avec eux j'ai le plus de relations. Eux voient ça d'un très bon œil. D'ailleurs, en général, les services appro des donneurs d'ordre sont abonnés à notre page, se tiennent au fait de notre actualité. Et il y a une vraie sensibilité. Mais alors là, c'est humain. Mais pourquoi ? Parce que ce sont des acteurs du territoire. L'activité de CPM Industrie, est très normande. On travaille beaucoup sur l'axe Seine. On est un très gros bassin. On est le plus gros bassin industriel de France. Et mes clients sont tous à moins de 200 km de chez moi. Donc, autant dire que les décisionnaires, eux, je les vois jamais. Je les rencontre très peu. J'ai un acheteur, ça fait 15 ans que je travaille avec lui, je l'ai jamais vu physiquement. Et en revanche, par contre, les approvisionneurs et les acheteurs locaux, les prescripteurs, on les rencontre plus souvent puisque c'est avec eux qu'on bâtit les cahiers des charges et qu'on définit le besoin. Et là, on rentre en relation. Et ces gens-là, par contre, sont intéressés, mais pas d'un point de vue commercial, d'un point de vue humain. Et d'ailleurs, moi, j'ai un phénomène qui est assez nouveau, c'est que j'ai beaucoup de gens, de salariés de mes clients donneurs d'ordre qui postulent dans mon entreprise spontanément et qui me disent, écoutez, moi, je suis chez Safran depuis 15 ans, je m'y sens plus très bien. Enfin, en tout cas, je suis un numéro dans une gigantesque organisation. Il n'y a plus de sens. Si un jour il y a un poste qui se libère chez vous, je suis là, hein, coucou. Et j'ai une petite pile de CV de gens avec qui on travaille au quotidien qui soignent
nos relations justement dans ce but-là. Donc c'est un vrai facteur d'attractivité. Aujourd'hui, clairement, moi, le recrutement n'est pas un sujet compliqué du tout pour mon entreprise. Et c'est même quelque chose d'assez simple. C'est peut-être la seule chose d'ailleurs qui est simple. Oui. Merci et bravo surtout pour tout ce que vous avez présenté, de restituer aussi la notion de plaisir, de qualité et de sens. Je pense que c'est important. Si j'ai bien compris, votre modèle économique il repose quand même sur ces bons groupes, en fait. Comment vous projetez justement sur un potentiel moment de bascule ou pas? Quelle est aujourd'hui la part de la production vertueuse de low-tech que vous avez évoquée et comparée à celle qui est moins? Et comment on peut anticiper à votre échelle justement un moment potentiel de bascule? Comment on s'y prend et comment vous envisagez vous les choses? Alors cette bascule, elle peut se faire que d'une seule façon, c'est très doucement et dans une transition longue. Pourquoi ? Parce que économiquement, je ne peux pas dire demain au groupe Tetra Pak, c'est fini. C'est impossible. C'est 4 ETP dans mon entreprise, j'ai 36 salariés. Je ne peux pas dire à 4 chaudronniers, écoutez les gars, j'ai plus envie de travailler avec Tetra Pak parce que ça ne correspond plus à mes valeurs, donc c'est fini. Non. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer la low-tech. Et c'est par la croissance qu'on va acquérir une forme d'indépendance. Et peut-être qu'un jour, avant que je parte en retraite, j'aurai un tel niveau d'indépendance qu'on ne fera plus que de la low-tech. Peut-être pas. On n'a pas aujourd'hui de vision assez claire pour pouvoir dire dans 10 ans, la low-tech aura supplanté les besoins industriels. D'autant qu'en plus, les besoins industriels nous nourrissent quand même intellectuellement. Je ne veux pas non plus dresser un portrait totalement noir des activités que nous avons, parce que typiquement, je vais vous citer notre activité pour l'aéronautique. Aujourd'hui, on fait des outillages d'ergonomie de poste de travail. Je ne fais pas de pièces volantes. Mon entreprise fait des équipements qui permettent de produire dans des conditions de sécurité pour les biens et pour les hommes. Donc ce qu'on fait, c'est super intéressant, malgré tout. Et ça reste des produits sur lesquels on a capitalisé de la connaissance en matière de développement d'outils mécaniques. Ça nous permet d'entretenir notre connaissance. Ça nous permet aussi d'entretenir notre exigence industrielle. Parce qu'il est là l'enjeu de la professionnalisation de la low-tech. C'est de ne pas faire n'importe quoi. On ne peut pas mettre sur le marché un objet qui ne respecte pas toutes les réglementations de notre pays et de l'Europe. Ce n'est pas possible. Et si aujourd'hui on a atteint un tel niveau d'exigence en termes de sécurité, si on est certifié ISO 9001, si on garantit une fiabilité 100% en sortie d'usine, c'est parce que ces donneurs d'ordre qui sont très exigeants en matière de qualité et de sécurité, ce sont les plus exigeants, c'est parce qu'eux nous ont emmenés aussi dans leur sillage et qu'on a fait monter en compétences en interne nos équipes. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas bricoler. On a typiquement le marché du four à concentration solaire, on l'a arrêté parce que les détenteurs du brevet, il y a un brevet dessus, on n'a pas trouvé d'accord de coopération et on était sur un modèle qui humainement ne nous convenait pas. Donc on a décidé de cesser la fabrication du four à concentration solaire et la coopération avec cette start-up. Et typiquement, on avait des vrais enjeux de sécurité sur ce produit. Et aujourd'hui, c'est fabriqué par un artisan, un auto-entrepreneur, qui auto-certifie à l'arrache ses équipements, qui met une petite plaquette avec un numéro dessus. Dans 2 ans, dans 3 ans, il a un sinistre d'usage par un client. Il a un sinistre avec son équipement à cause du vent. Il y a des tas de raisons pour qu'il ait un sinistre, vraiment beaucoup, qui pourrait être très grave. Lui, c'est terminé. Du pénal, de la responsabilité civile et derrière, probablement des dommages physiques pour quelqu'un. Donc, on ne peut pas aujourd'hui commercialiser sans être conscient du niveau de responsabilité en tant que constructeur qui nous incombe. Et c'est là tout l'enjeu de la professionnalisation de la low-tech. C'est de ne pas faire n'importe quoi. Une dernière question. Question courte et réponse courte aussi. J'ai compris le message. Oui. Oui, vous avez parlé de, effectivement, vous utilisez l'expérience industrielle pour la medtech. Dans quelle mesure tout ce que vous avez appris en termes de retour d'expérience, de philosophie de low-tech, vous l'appliquez éventuellement
dans la partie CPM Industrie avec certains clients? C'est la philosophie de la simplicité, de penser le plus simple possible. Et c'est un argument qui fonctionne dans la low-tech et qui fonctionne bien en interne, mais qui fonctionne bien aussi avec les grands industriels. Aujourd'hui, c'est devenu l'argument commercial majeur de CPM Industrie quand on fait un B2B avec un industriel, c'est de lui dire qu'on conçoit très simple, qu'on conçoit très robuste et qu'on conçoit très durable. Alors, on n'emploie pas le terme low-tech pour pas leur faire peur, ou juste parce qu'en plus, en général, en face de nous, le terme, il n'est même pas encore connu. Parce qu'il m'arrive encore très souvent d'avoir des industriels qui me disent « c'est quoi la low-tech ?» Mais néanmoins, quand on explique le processus low-tech et la démarche intellectuelle low-tech et le produit low-tech, c'est un argument qui est très convaincant. Mais aussi parce qu'au bout du bout, l'industriel, il comprend que c'est un argument économique. Ok, merci beaucoup, Élise.